Ok, donc maintenant, oui, donc j'ai enregistré la vidéo. Ok, donc on a parlé donc hier de, bien sûr, de la programmation modulaire en langage C. Donc on a parlé des fonctions, etc. Et après, donc on a vu la récursivité et on a parlé aussi de l'allocation dynamique de la mémoire et les structures de données. Donc comment on va définir, bien sûr, des nouvelles structures qui ne sont pas, bien sûr, prédéfinies en langage C, qui sont des structures qui contiennent bien sûr des données qui sont hétérogènes, de plusieurs types. Et bien sûr, on a vu bien sûr l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, on a dit que les structures qu'on va voir par la suite sont des structures dynamiques. Donc, à chaque fois, il faut réserver de la mémoire pour les éléments qu'on va traiter dans ces structures. OK, donc aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sur les algorithmes de trait et de recherche. Donc, on va les utiliser bien sûr dans les structures de données. Parfois, on peut trier les éléments d'une structure. On peut rechercher un élément pour faire, bien sûr, éventuellement des modifications sur l'élément, suppression. Donc, on peut le modifier avec une autre valeur, etc. Donc, on va commencer par les algorithmes de tri. Donc, on va bien sûr travailler avec les structures que vous connaissez déjà. On va travailler avec les tableaux, mais ces algorithmes sont bien sûr valables pour n'importe quelle structure de données. Donc, les structures qu'on va les voir, Inch'Allah, dans les chapitres qui suivent. Bien sûr, vous savez, donc, un tableau, il va stocker des éléments donc, de même type. On a plusieurs éléments. Donc, parfois, on peut faire, bien sûr, des opérations de tri. Donc, soit de trier les éléments dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc, pour cela, il faut, bien sûr, écrire des algorithmes qui nous permettent, bien sûr, de faire ce tri. Donc, bien sûr, il existe plusieurs algorithmes, plusieurs méthodes. Donc, quelle est la différence entre les différentes méthodes? Donc, tout simplement dans la complexité. Donc, si on parle de complexité, donc automatiquement, on parle bien sûr de temps de réponse. Donc, il y a bien sûr des algorithmes qui nous donnent bien sûr le résultat dans un temps minimal. Il y a bien sûr des algorithmes qui demandent beaucoup de temps pour bien sûr pouvoir donner le résultat. Donc, n'imaginez pas, bien sûr, des petits programmes que vous voyez dans le cours, mais imaginez, par exemple, des structures qui contiennent des milliers et des milliers des éléments. Donc, comment on va, bien sûr, les trier. Donc, ils demandent beaucoup de temps. Et il y a, bien sûr, des algorithmes qui demandent des ressources informatiques. Donc, chaque algorithme, pour l'exécuter, donc, il demande, bien sûr, un peu d'espace mémoire, donc de la RAM, et il demande bien sûr de microprocesseurs pour s'exécuter. Donc, pour cela, on parle de la complexité, bien sûr, des algorithmes. Donc, pour le choix d'un algorithme, il faut toujours, bien sûr, voir sa complexité. Donc, quels sont, bien sûr, les moyens utilisés pour exécuter ces algorithmes. Donc, il y en a plusieurs algorithmes. Donc, le trait par sélection, trait à but, trait par permutation, le trait rapide, trait par insertion, trait par fusion. Donc, on en a plusieurs. Donc, on va essayer de vous présenter, bien sûr, les algorithmes principaux, les algorithmes les plus utilisés. Donc, on va, bien sûr, Inch'Allah, les exploiter par la suite dans notre, euh, bien sûr, dans notre cours qui concerne, bien sûr, les structures de données en langage C. C'est bon, donc on va commencer donc, par une procédure qui est très importante. Donc, pour faire le trait des éléments, donc toujours, on est, donc, on est bon, obligé de faire donc, bien sûr l'échange des éléments. Donc, on va changer bien sûr la position des éléments dans un tableau, par exemple, pour faire bien sûr le trait des éléments. Donc, pour cela, donc, la procédure échange, donc échanger, elle est très importante pour bien sûr pouvoir l'utiliser avec bien sûr les algorithmes pour pouvoir bien sûr changer la position des éléments pour pouvoir bien sûr trier les structures, que ce soit un tableau et les autres structures de données. Donc, bien sûr, la procédure échange, elle est très simple. Donc, elle est définie comme ça. Donc, void échanger. Donc, void
échangé. Donc, après, bien sûr, ici, on passe la structure. Donc, on a passé ici un tableau d'entier. Et après, bien sûr, ici, on a passé, bien sûr, deux variables dans lesquelles on va, bien sûr, pour faire l'échange, bien sûr, donc les deux valeurs qu'on va, bien sûr, les changer dans notre procédure. Donc, ça, c'est la procédure échange. Vous le connaissez déjà. Donc, pour échanger, bien sûr, les valeurs pour pouvoir l'utiliser pour trier les éléments d'un tableau. C'est bon, donc c'est une procédure qui est très importante pour n'importe quel algorithme de tri dans lequel on échange bien sûr les éléments. Donc on va commencer par le premier algorithme, donc le trait par sélection de minimum. Donc le principe de cet algorithme est le suivant. Donc ça, on va chercher bien sûr le minimum dans un ce tableau. Au départ, le tableau complet. Donc quand on a une valeur non ordonnée. Donc, on va permettre bien sûr ce minimum avec le premier élément de ce tableau, puis on va itérer bien sûr ce traitement sur un nouveau ce tableau de n-1 élément. On ne tient plus compte bien sûr du premier élément qui est déjà bien sûr prend sa place, qui est déjà dans bien sûr qui est déjà trié. Donc on va continuer bien sûr cette procédure jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Donc, par exemple, si on arrive à chaque fois, bien sûr, on place le minimum au premier de tableau, etc. Donc, à un certain moment, on arrive, par exemple, au cas général. Donc, si on a, par exemple, un sous-tableau qui commence à partir de rang I jusqu'à, bien sûr, la fin du tableau. Donc, il suffit, bien sûr, de positionner au rang I le plus petit élément de ce tableau et de trier ce tableau donc, qui contient donc, les éléments de I plus 1 jusqu'à donc, le tableau à partir de I plus 1 jusqu'à la fin du tableau. C'est bon. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va mettre le minimum au début du tableau et on va bien sûr, donc, à chaque fois, on cherche le minimum, on va le mettre dans le début du tableau. C'est bon, donc ça c'est le principe. Donc on a un exemple pour bien comprendre bien sûr le principe de trait par sélection du minimum. Donc on a ici un exemple, un tableau qui contient bien sûr 5 éléments, donc 7, 1, 15, 8, 2, qui ne sont pas ordonnés. Donc comment on va les trier avec bien sûr cet algorithme. Donc dans un premier lieu, donc on va chercher bien sûr le minimum dans le tableau entier. Donc, on a le 1, c'est le minimum. On va bien sûr le déplacer à la première case, c'est-à-dire on va le mettre à la place de 7. La prochaine fois, donc, on va chercher le minimum donc à partir de rang 1 jusqu'à bien sûr la fin du tableau. Donc, on trouve que le minimum c'est 2, donc on va le mettre dans le rang 1 et ainsi de suite. Donc, après, bien sûr, on cherche dans les 3 cases qui restent. Donc, je trouve que 7, c'est le minimum, donc on va le mettre à la place donc à partir de rang 2, à la place de 15. Et après, bien sûr, on va faire, bien sûr, le trait des deux éléments qui restent. Donc, on va faire la permutation pour, bien sûr, trier le tableau. Donc, ça, c'est le principe. Il est très simple. Donc, à chaque fois, on cherche le minimum. On va le placer, bien sûr, au début de tableau. Et à chaque fois, je travaille, bien sûr, sur des sous-tableaux. Donc, à partir de rang où le tableau, les éléments sont déjà triés. Donc, ça, c'est le principe général de cet algorithme de tri. Donc, il est très simple. Donc, maintenant, on va voir le code. Donc, le code est très simple. Donc, on va tout simplement implémenter, bien sûr, ce principe. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va sélectionner le minimum. On va, bien sûr, le mettre, donc, bien sûr, au début de tableau. Donc, vous voyez ici, donc, on va faire, bien sûr, le parcours de tableau. Donc, de i égale à 0 jusqu'à, bien sûr, la fin. Et après, bien sûr, à chaque fois, donc ici, on va, bien sûr, chercher, bien sûr, la position de minimum. Et à chaque fois, bien sûr, on fait, si, bien sûr, donc, on fait la comparaison, bien sûr, avec tous les éléments du tableau. Et à chaque fois, bien sûr, on va faire la permutation, c'est-à-dire, on va mettre le minimum, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est la procédure échange. Donc, on va essayer, bien sûr, de mettre le minimum au début du tableau. Donc, on va faire l'opération. Vous voyez ici, on a deux boucles. Donc, ça, c'est la boucle pour parcourir, bien sûr, tous les éléments du tableau. Ici, bien sûr, pour chaque i,
on va fixer le i et on va bien sûr faire la comparaison avec tous les éléments du tableau. Donc, et comme Monsieur, ça, donc on va, oui, pourquoi de la première boucle, on met i inférieur à n moins 1 et la deuxième boucle, j inférieur à n? donc jusqu'à n-1, donc on va arriver jusqu'à n-1, donc on va arriver à l'élément qui est donc avant le dernier élément du tableau. Donc, donc Ah, d'accord. le dernier élément, on va le comparer avec quoi? C'est Avec le bon? même. Ah oui, oui. C'est bon, donc donc toujours on va prendre le premier, on va le comparer avec le reste du tableau, on va prendre le deuxième, on va le comparer avec le reste du tableau. Si on arrive au dernier, on va pas, donc, il est déjà dans sa place, on va pas bien sûr le, le comparer avec d'autres éléments. C'est bon? D'accord, merci. Et j inférieur à n? Ici, pour comparer bien sûr avec tous les éléments du tableau, tout simplement. Donc, on va par exemple D'accord, ici, donc on a min égale à i, c'est-à-dire i déjà, il reçoit la valeur 0, c'est-à-dire on va prendre le premier élément, on va le comparer bien sûr avec tous les éléments du tableau. Et si je trouve bien sûr que cet élément il est supérieur, donc on va faire bien sûr la permutation. C'est bon? d'accord, merci. Et après, C'est je bon. passe bien sûr à l'élément de rang 1 et ainsi de suite, donc jusqu'à donc bien sûr que notre tableau est trié. Donc, tout simplement, ce code, tout simplement, on a implémenté ce principe. C'est bon. Donc, exactement ce principe qu'on a là. Donc, on a bien sûr écrit un code qui implémente le principe de l'algorithme de trait par sélection de minimum. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. OK. Donc, maintenant, je passe au deuxième algorithme, donc trait à bulle. Donc, c'est très simple. Donc, le principe est très simple de cette méthode. Donc, consiste à comparer les couples de valeurs successives, donc table de i et table de i plus 1. Donc, pour i variant de 0 à n-2. Et A, les permutées, bien sûr, c'est elles sont mal ordonnées. Donc, vous voyez ici, donc, on a deux éléments successifs. Donc, on arrête à n-2. Donc, ici, on compare bien sûr un seul élément, on arrête à n-1. C'est bon. Donc l'algorithme s'arrête lorsqu'on constate qu'aucune permutation n'a été effectuée sur le dernier survol du tableau. Donc à chaque fois, bien sûr, on fait un survol de tableau pour bien sûr faire la comparaison, bien sûr, des éléments i et de l'élément qui est bien sûr à la case juste après, donc i et i plus 1. C'est bon? Donc on va voir l'exemple. Donc on a un exemple de trait à bulle. Donc trait à bulle du tableau qui contient les éléments 7, 3, 18, 13, 7. Donc, dans un premier lieu, donc, on va comparer le T de 0 avec le T de 1. Donc, on remarque que, bien sûr, le minimum, c'est 3, donc on va faire la permutation. Donc, 3, elle va prendre va prendre la position de 7 et 7, il va prendre la position de 3. La prochaine fois, je vais comparer 7 avec 18. Donc, ils sont déjà ordonnés, donc rien n'a changé. Donc, 7, donc, il reste à sa position et 18 reste à sa position. Et après, je vais comparer 18 avec 13. Donc, 13, il est inférieur. On va faire la permutation donc des deux valeurs. Et après, donc, on va comparer, bien sûr, 18 avec 7. Donc, 7, il est inférieur. Donc, on va faire la permutation, bien sûr, de 7 avec 18. Ça, c'est le premier survol de tableau. Donc, je vais refaire, bien sûr, l'opération. Je vais commencer, bien sûr, du début de tableau. Je vais refaire, bien sûr, la même opération. Je vais comparer 3 avec 7. Donc, toujours sans ordonnée. Je ne fais rien. Donc, après, je vais comparer 7 avec 13. Donc, ils sont ordonnés. Donc, je ne fais rien. Et après, je vais comparer 13 avec 7. Donc, 7, il est inférieur. Donc, je fais la permutation. Donc, de 13 avec 7. Comme vous voyez ici. Donc, on a 3, 7, 7. Ils sont ordonnés. Et après, je vais comparer 13 avec 18. Et je fais, bien sûr, donc, il est déjà ordonné. Donc, à la fin, donc, j'ai sorti avec, bien sûr, le tableau, il est trié. Donc, 3, 7, 7, 13, 18.
Donc, on arrête donc, parce que, bien sûr, on constate qu'aucune permutation n'a été effectuée, bien sûr. Ça, c'est le dernier survol du tableau. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est très simple, très habile. Donc, on va voir le code. Donc, tout simplement ici, donc, on va, bien sûr, essayer d'implémenter donc, tout simplement, le principe, l'algorithme. Le plus important, c'est l'algorithme. Et après, bien sûr, on peut l'implémenter, bien sûr, sur n'importe quel langage de programmation. Dans notre cas, donc, on va utiliser le langage C. Donc, on va essayer d'écrire un code qui nous permettre, bien sûr, d'implémenter, bien sûr, ce principe. C'est bon. Donc, pour cela, c'est très simple. Donc, ici, on passe, bien sûr, le tableau et on passe, bien sûr, la taille du tableau pour notre algorithme très habile. Et après, bien sûr, on va utiliser donc, une variable en désordre. Donc, toujours si on a bien sûr les éléments qui ne sont pas triés, donc toujours si on a les éléments qui sont mal ordonnés, donc on va faire bien sûr le survol de tableau pour ordonner, bien sûr, pour comparer le table de I avec le table de I plus 1 pour faire bien sûr le trait des éléments. Donc, bien sûr, on va initialiser bien sûr en désordre, la variable en désordre à 1. Donc, tant que, bien sûr, on a des éléments qui sont mal ordonnés, comme vous voyez ici, des éléments sont mal ordonnés, donc on va faire, bien sûr, le survol de tableau avec la boucle for. Donc, si je trouve, bien sûr, des éléments qui ne sont pas, donc je compare ici le T de G avec le T de G plus 1. S'il y a bien sûr des éléments qui ne sont pas bien sûr bien ordonnés, donc T de G de plus 1, donc je fais bien sûr la permutation et bien sûr je vais mettre en désordre actuel et ainsi de suite, donc jusqu'à bien sûr trier notre tableau. Donc ça c'est le code, il est très simple, donc bien sûr pour trier notre tableau. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour cet algorithme? OK, donc je passe à l'algorithme suivant. Monsieur, Oui, monsieur, oui. pourquoi on utilise la variable en désordre? En désordre pour bien sûr, donc ici, pour toujours, donc en désordre, si on a bien sûr des éléments dans le tableau, toujours ne sont pas triés. Par exemple, j'ai fait le premier survol ici, vous voyez, jusqu'à ici, j'ai fait le premier survol. Mais il y a des éléments qui ne sont pas bien placés. C'est-à-dire toujours le tableau, il est en désordre. C'est bon? Oui, Donc, cette variable, donc, tant que la variable égale à 1, égale à la valeur 1, vous voyez ici, tant que la variable prend la valeur 1, c'est-à-dire le tableau il est en désordre. Et vous voyez bien sûr à l'intérieur la fonction, de la boucle for, donc on va bien sûr changer, bien sûr, donc à l'intérieur de while et de l'intérieur de for, on va changer bien sûr la valeur de en désordre. Si en désordre égale à false, c'est-à-dire le tableau il est ordonné, donc on va bien sûr terminer la procédure de comparaison de T de G avec T de G plus 1 pour bien sûr trier le tableau. C'est bon. C'est une façon de faire, donc bien sûr on peut l'implémenter d'une autre façon, mais on peut le faire comme ça, donc avec une variable qui est booléen. Donc soit le tableau il est ordonné, soit il n'est pas ordonné pour bien sûr faire à chaque fois la comparaison de I et de I plus 1. C'est bon? ok, d'accord. Et donc, vous pouvez trouver, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait donc, un autre code avec votre prof, mais donc le principe, c'est le même. Et le code, on peut bien sûr le faire de différentes façons. C'est bon? C'est bon, merci. OK. Donc, maintenant, on va parler de traits par permutation. Donc, on va faire, bien sûr, donc, c'est le principe tout simplement de ce type de trait. Trait par permutation et le trait du jeu de cartes. Donc, il consiste à parcourir bien sûr toutes les cartes jusqu'à ce que l'on trouve un élément mal placé. Donc, mal placé, on va chercher bien sûr sa position pour trier bien sûr le jeu de cartes
Donc, c'est la même chose. On peut l'appliquer, bien sûr, sur une structure. On peut l'appliquer, par exemple, dans notre cas, sur un tableau. Donc, on suppose qu'on a un tableau T de N. On commence par comparer le premier élément avec le reste du tableau. Donc, à partir, bien sûr, de rang, normalement, de rang T de 1 jusqu'à la fin. Et à chaque fois que le deuxième élément est plus petit, on fait l'échange des deux valeurs et on refait ça pour tous les éléments du tableau jusqu'à, bien sûr, arriver à la fin du tableau. C'est bon. Donc, ça, c'est le principe. Donc, on va voir, bien sûr, ce principe sur un exemple. Donc, vous voyez ici, on a bien sûr un tableau qui contient les éléments suivants. Donc, la valeur 11, 2, 16, 10 et 2. Donc, il n'est pas trié donc, au départ. Donc, on va essayer d'appliquer, bien sûr, l'algorithme de trait par permutation pour pouvoir, à la fin, bien sûr, trier les éléments de ce tableau. Donc, le principe est le suivant. Donc, on va chercher ici, vous voyez ici, on va chercher le minimum. Donc, vous voyez le minimum, c'est 2. Et après, on va le permuter avec le premier élément. Donc, je cherche le minimum. Et après, donc il y a deux opérations. Je cherche le minimum dans le tableau tout entier. Je fais la permutation. Après, je cherche l'élément dans le tableau à partir de rang 1. Parce que le premier élément, il est placé à sa place. C'est bon? Je cherche ici le minimum. Donc entre 11, 16, 10 et 2. Le minimum, c'est 2. On fait la permutation. On fait la permutation, bien sûr, de 2 avec le rang 1. La prochaine fois, donc je vais chercher le minimum, donc à partir de rang 1, donc 16, 10 et 11, le minimum c'est 10. Donc on va faire la permutation de 10 avec 16. C'est bon? Et après, bien sûr, il reste deux éléments, donc on va chercher bien sûr le minimum c'est 11, donc on va faire la permutation de 11 avec 16. Et bien sûr, à la fin, on va bien sûr sortir avec un tableau qui est trié. Donc ça, c'est le principe. Donc à chaque fois, je cherche le minimum et je fais la permutation. Si je fais la permutation, bien sûr, je vais placer la permutation toujours avec le premier élément de tableau. La prochaine fois, notre tableau commence à partir de rang 1. La prochaine fois, le tableau commence à partir de rang 2. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du tableau. Si j'arrive à la fin, donc notre tableau est trié. C'est bon? Monsieur, Oui? une question s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre le trait par permutation et le trait habile? Parce que c'est le même principe. Trait habile, donc on va comparer les éléments juste à poser, c'est-à-dire l'un qui suit l'autre. C'est bon? T2E avec T2E plus 1. Par contre, ici, on cherche le minimum dans tout le tableau. Donc, c'est ça la différence. Tu vois? Ok, merci. C'est bon. Donc, dans le trait habile, donc on fait la comparaison de T2G avec T2G plus 1. Et on fait la permutation. C'est bon. À chaque fois, bien sûr, je fais le survol de tableau jusqu'à, bien sûr, que les éléments soient triés. Par contre, ici, donc, je cherche le minimum dans le tableau tout entier et je fais la permutation avec le premier élément. La prochaine fois, je fais bien sûr la recherche de minimum à partir de rang 1 et ainsi de suite jusqu'à bien sûr arriver à la fin. C'est ça la différence entre les deux algorithmes de tri. C'est bon? C'est bon, merci. OK. Oui, Nawal. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre le tri par permutation et le tri par sélection? Le trait par permutation et le trait par Sélection. sélection. Le trait par permutation, le trait par sélection de minimum. Donc, il y a des différences. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. C'est presque... Monsieur, alors on peut utiliser le même code pour les deux? Non, ce n'est pas le même code. Parce que la sélection de minimum, on va toujours sélectionner le minimum. Mais
de permutation, on peut bien sûr, donc on peut, donc à la part sélection de minimum, mais permutation, on peut le faire soit, donc c'est presque la même chose, mais on peut le faire soit pour le minimum, soit pour le maximum. Je peux par exemple placer les maximums à la fin du tableau, etc. C'est bon. D'accord, monsieur. Donc presque c'est la même chose, mais ici on a bien sûr la flexibilité de travailler soit avec surtout si on a bien sûr une question de faire le trait par exemple par ordre décroissant. C'est bon. Donc on peut bien sûr faire on va chercher par exemple le maximum et à chaque fois bien sûr faire la permutation avec le premier élément. C'est bon. Oui, monsieur. Bien. OK, donc concernant le code, donc tout simplement, on va essayer d'implémenter l'algorithme, donc tout simplement le principe de l'algorithme, on va essayer d'implémenter ça. Donc à chaque fois, on cherche bien sûr le minimum, on va le permettre avec le premier élément. Donc vous voyez ici, donc on a donc, on va passer bien sûr le tableau, toujours on passe le tableau, donc c'est bien sûr la structure qu'on va trier. Donc, ici, c'est la taille de tableau. Et après, vous voyez ici, on a utilisé. Donc, ça, c'est une façon de faire, mais on peut trouver, bien sûr, d'autres codes. C'est bon. Donc, ici, donc, on a deux tableaux. Tableau MB qui va, bien sûr, mémoriser la position de minimum. On va le placer où. Et le tableau résultat, donc, il va mémoriser, bien sûr, les éléments de tableau, c'est-à-dire on va les mettre dans un tableau résultat et après on va, vous voyez ici, on va les recopier bien sûr dans notre tableau T2I pour trouver bien sûr. Donc tableau résultat, il va contenir les éléments ordonnés. Donc à chaque fois bien sûr, je vais mémoriser ici, vous voyez, je vais mémoriser bien sûr la position de l'élément, la position. Donc on va déplacer, donc, on va faire la permutation, c'est-à-dire on va, par exemple ici, on va déplacer le T de 0. On va le déplacer où? Donc, on va le déplacer à une position bien sûr dans notre tableau. Donc les positions sont stockées dans le tableau MB2 de N. Et les résultats, c'est-à-dire les éléments, sont stockés bien sûr dans le tableau résultats. Et après, pour pouvoir bien sûr faire donc, les modifications sur notre tableau, donc on va essayer de copier bien sûr les éléments qui sont dans le tableau résultat dans notre tableau T2I. Donc à la fin, on trouve bien sûr que notre tableau il est trié. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc c'est une implémentation bien sûr directe du principe de trait par permutation. C'est bon? Donc, il reste donc, le trait par insertion. Donc, le trait par insertion donc, consiste à parcourir la liste. On prend les éléments dans l'ordre. Ensuite, on les compare avec les éléments précédents jusqu'à trouver la place de l'élément qu'on considère. Donc, il ne reste plus qu'à décaler les éléments du tableau pour insérer l'élément considéré à sa place dans la partie déjà triée. Donc, vous voyez ici un exemple. Donc, à chaque fois, bien sûr, donc on va voir bien sûr les parties qui sont triées. Donc, si je commence du début de tableau, donc 22, 55 sont triées. Donc, juste après, je trouve que 33 n'est pas trié. Donc, on va bien sûr chercher la position. Là, on va insérer bien sûr notre valeur, donc la valeur 33 parmi 22 et 55. Donc, on va l'insérer entre les deux valeurs. Donc, après, je trouve bien sûr 22, 33, 55. Et après, cette partie, elle est déjà triée. Donc, on va travailler avec le 44. Donc, le 44, on va chercher sa position dans la partie qui est triée. Donc, on peut l'insérer entre, bien sûr, 33 et 55. Et après, bien sûr, on va travailler avec, et après, bien sûr, on va trouver que la partie, à partir de 22 jusqu'à 77, elle est déjà triée. Donc, on va travailler maintenant avec le 11. Donc, le 11, on va chercher sa position dans
la partie qui est déjà triée. Donc, on va l'insérer, bien sûr, au début du tableau. Et à la fin, bien sûr, on va travailler avec 66. Donc, on va chercher sa position dans la partie qui est déjà triée pour l'insérer. Pour cela, on dit, bien sûr, trait par insertion. Donc, à chaque fois, on cherche la position de l'élément dans la partie qui est déjà triée, donc à partir bien sûr du début du tableau, et on va l'insérer. Donc à la fin, donc on va insérer bien sûr 66 entre 55 et 77. Et à la fin, on trouve bien sûr que notre tableau il est trié. Donc ça c'est le principe bien sûr de trait par sélection. C'est bon. Donc on va sélectionner un élément, on va chercher sa position dans la partie qui est déjà triée, on va l'insérer. Donc, à la fin, on trouve bien sûr que notre tableau est trié. Est-ce que vous avez des questions concernant cet algorithme? Oui, Nawal. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre ce tri et le tri par bulle? Je pense que c'est le même principe, j'ai pas bien compris. Ce n'est pas le même principe. Très habile, on compare le T de G avec le T de G plus 1. Ici, on va commencer à partir du début du tableau. Donc, si on a un élément qui n'est pas, donc jusqu'à bien sûr trouver un élément n'est pas trié, donc, par exemple, je commence au début du tableau, donc 22,55, il est trié. J'arrive à 33, donc 33, il est inférieur à 55, donc n'est pas trié. Donc, je vais sélectionner bien sûr cet élément, 33, et on va chercher sa position parmi la partie qui est triée. Donc, ce n'est pas la même chose, ce sont deux algorithmes totalement différents. C'est bon? Monsieur, Oui. est-ce que c'est qu'on fait des sous-tableaux et on compare les autres éléments avec ce sous-tableau? Avec les éléments de ce tableau, le sous-tableau, il est déjà trié. Oui, C'est bon? oui. On va chercher sa position parmi les éléments de ce tableau. Donc, ce tableau, il commence par, bien sûr, à partir du premier élément de tableau. C'est-à-dire, monsieur, on n'effectue pas l'opération dans le même tableau. Concernant le code, on peut faire, bien sûr, on peut le faire de plusieurs façons. C'est bon? Oui. Et donc, on peut, par exemple, déclarer une variable x dans laquelle on va extraire la valeur et on va la comparer avec les éléments qui sont déjà triés. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, par exemple, la valeur 33, on peut la mémoriser dans une variable x et après, je compare le x avec les éléments de la partie qui est déjà triée et je cherche exactement, là, on va l'insérer. C'est bon? Dans le tableau, dans T de I. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, donc c'est ça le principe. Donc maintenant, on va voir rapidement le code. Donc tout simplement, c'est une implémentation bien sûr de ce principe. Donc bien sûr, on passe toujours le tableau et la taille. Ici, donc on a utilisé de parcours le IUJ et bien sûr une variable x. Donc ça c'est x, il va bien sûr pour extraire bien sûr la valeur. Donc bien sûr à comparer avec les éléments de tableau. C'est bon? Donc, si je trouve bien sûr que l'élément, donc je trouve la position de l'élément, on va l'insérer. Vous voyez ici, T de G reçoit T de G moins 1, c'est-à-dire on va bien sûr faire le déplacement. Donc, on va si on insère bien sûr l'élément, il faut faire donc, par exemple ici, si on insère bien sûr l'élément 33 ici, donc il faut faire bien sûr un décalage. C'est bon. Pour faire le décalage, bien sûr, il faut que T de G va recevoir bien sûr T de G moins 1. Donc, on va insérer l'élément, comme vous voyez ici. Donc, T de G reçoit X. Donc, avant d'insérer, il faut faire un décalage. Donc, je fais le décalage, T de G reçoit T de G moins 1. Et après, je vais insérer bien sûr l'élément à la position entre les deux valeurs. C'est bon? Donc, ça, c'est le code de... Oui. De la boucle for, je pense qu'il faut mettre i inférieur à n. Parce que le dernier élément, s'il n'a pas trié, il faut insérer de la partie qui est déjà triée. Sinon?
Là, il faut arriver jusqu'à le dernier. Donc, vous voyez ici, on a arrivé jusqu'à 66. C'est bon. Déjà, le 66, il est où? Sa position. Donc, il est à n-1. Donc, il faut arriver à 66. C'est bon? Ah, d'accord, merci. Il faut arriver. Donc, il faut, bien sûr, faire pour tous les éléments qui ne sont pas, bien sûr, triés. Donc, ici, il faut arriver, bien sûr, au dernier élément. Oui? C'est bon. Donc, ça, c'est les algorithmes qu'on peut, bien sûr, utiliser pour faire, bien sûr, le tri des structures qu'on va voir, bien sûr, par la suite, Inch'Allah. Donc, on peut, bien sûr, utiliser l'un parmi ces algorithmes. Donc, bien sûr, ça dépend de la complexité, ça dépend, bien sûr, du problème qu'on va traiter dans les structures de données. OK, donc maintenant, je vais passer donc, à la partie qui concerne, bien sûr, les algorithmes de recherche. Donc, les algorithmes de recherche, ils sont là pour, bien sûr, chercher un élément. Donc, pour rechercher un élément, donc, il faut, bien sûr, utiliser des algorithmes. Donc, bien sûr, cet élément, on peut l'afficher, on peut faire des modifications sur l'élément, donc on peut faire n'importe quoi. Donc, par exemple, si on a une liste des étudiants, là, un tableau des étudiants, je peux chercher, bien sûr, la position d'un étudiant bien particulier. Donc, et on va, bien sûr, faire des modifications sur l'étudiant. On peut modifier, par exemple, sa note. On peut modifier, donc, s'il y a des erreurs dans le nom, le prénom, le CNE, etc. Donc, on peut bien sûr faire des opérations sur l'élément. Donc, on a deux familles des algorithmes de recherche que vous connaissez, je pense, déjà. Donc, on a la recherche séquentielle, la recherche dichotomique. C'est les plus importants, donc, algorithmes pour faire, bien sûr, la recherche d'un élément dans une structure de données, que ce soit un tableau, une liste, etc. Bon. Donc, les algorithmes de recherche permettent de localiser un élément dans un ensemble de données. Donc, caractéristique importante d'un algorithme de recherche, traitement du cas où l'élément cherché n'est pas dans le tableau. Donc, parfois, on peut faire la recherche, on ne trouve pas l'élément. Et comportement désiré en cas d'éléments identiques. Donc, parfois, l'élément se trouve, par exemple, plusieurs fois dans le tableau. Est-ce qu'on va, par exemple, est-ce qu'on est par exemple intéressé par le premier, est-ce qu'on est intéressé par le dernier, est-ce qu'on est intéressé par tous les éléments, etc. Donc ça, c'est bien sûr les propriétés les plus importantes qu'il faut savoir concernant les algorithmes de recherche. Donc on a deux approches, deux familles des algorithmes de recherche. On a la recherche séquentielle, dans laquelle on va faire le parcours de l'ensemble, du tableau par exemple du début jusqu'à la fin. Et on a bien sûr la recherche dichotomique plus efficace. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va diminuer une partie de tableau. On va chercher dans une partie de tableau. On verra par la suite, bien sûr, le principe des deux algorithmes. Donc, on a soit séquentiel, soit dichotomique. Donc, les séquentiels ils sont très utilisés dans les structures de données dynamiques. Donc, qu'on va les voir, Inch'Allah, par la suite, tout simplement parce que on n'a pas donc on n'a pas bien sûr la possibilité d'accéder directement à un élément. Les éléments sont bien sûr chaînés, donc on va voir les listes chaînées. Donc pour pouvoir arriver à un élément dans une liste chaînée, donc il faut commencer par le début et à chaque fois bien sûr faire la recherche séquentielle jusqu'à arriver bien sûr à l'élément. Donc ça c'est grosso modo bien sûr une petite introduction concernant les algorithmes de recherche. On va commencer par la recherche séquentielle. Donc, c'est une technique qui consiste à passer en revue les éléments jusqu'à ce qu'on trouve le bon ou que la liste ait été entièrement parcourue. Donc, on va faire le parcours, bien sûr, de la liste jusqu'à arriver à l'élément cherché. Si on sort, bien sûr, de la liste, l'élément ne se trouve pas dans la structure, dans la liste. Donc, si le tableau n'est pas trié, donc arrivé à la fin signifie que l'élément n'existe pas. Si le tableau est trié, le premier élément trouvé supérieur à l'élément cherché, donc permet d'arrêter la recherche. Donc, pour les tableaux triés, donc ça facilite les choses. Donc, si j'arrive bien sûr
à un certain moment, je dépasse par exemple un élément qui est bien sûr inférieur à l'élément cherché, donc qui est supérieur bien sûr à l'élément cherché, donc on dit que l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Donc déjà le tableau il est trié. Donc généralement bien sûr ce type d'algorithme est utilisé sur les structures de données qui ne permettent pas un accès direct facile. Donc c'est les listes chaînées, donc on verra par la suite la notion des listes chaînées. Donc ce sont des structures qui sont chaînées. Donc chaque élément est chaîné avec l'élément suivant et ainsi de suite jusqu'à bien sûr arriver à la fin. Par contre, pour les tableaux, donc on peut faire bien sûr, on peut faire l'accès facile avec T2I. Donc par exemple, si je suis besoin de l'élément qui a la position par exemple 2, donc je fais directement T2, je peux accéder bien sûr directement à l'élément. Ça n'est pas bien sûr valable avec bien sûr les listes chaînées dans lesquelles on a les éléments sont chaînés l'un avec l'autre. On va commencer par le premier, à chaque fois bien sûr je passe le deuxième et ainsi de suite on a une liste qui est chaînée. Donc pour pouvoir chercher des éléments dans une liste chaînée, donc on utilise bien sûr les algorithmes de recherche séquentielle. Donc, bien sûr, ces algorithmes peuvent retourner bien sûr un booléen, c'est-à-dire l'élément existe ou n'existe pas dans la structure. Et on peut retourner bien sûr la place de l'élément. On peut retourner directement l'élément bien sûr cherché. Donc, bien sûr, la complexité peut être, donc toujours il faut parler bien sûr de complexité de ces types des algorithmes. La complexité peut être réduite si les éléments les plus recherchés se trouvent en tête de la structure de données. Donc, je commence toujours, bien sûr, à partir du premier élément. Si les éléments existent déjà dans l'entête, donc je peux tourner, par exemple, donc, une boucle, par exemple, une seule fois ou deux fois, et je trouve déjà l'élément. Donc, la complexité, le temps de réponse, il va diminuer. Donc, on dit que la complexité peut être réduite. C'est bon. Donc, ça, c'est, bien sûr, grosso modo, donc, le principe des algorithmes de recherche séquentielle en général. Donc, si on a bien sûr la liste ou la structure il est triée, donc il nous facilite un petit peu bien sûr la tâche. Donc, j'arrive tout simplement à un élément qui est supérieur bien sûr à l'élément cherché. Donc, on arrête bien sûr la recherche. Soit on trouve l'élément, soit bien sûr l'élément ne se trouve pas dans la structure. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant, bien sûr, les algorithmes de recherche séquentielle? C'est bon? C'est bon. OK. Donc, on passe, bien sûr, le principe de ces algorithmes sur un tableau non trié. On va bien sûr voir les algorithmes de recherche séquentielle sur un tableau trié. Donc, si on a un tableau trié, donc bien sûr, on ne va pas parcourir tout le tableau. Donc, on arrive juste, bien sûr, à l'élément. Ou si on dépasse, bien sûr, si on arrive à un élément qui est supérieur, bien sûr, à l'élément cherché, donc on dit que l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Donc, recherche séquentielle d'un élément X dans un tableau T non trié. Donc, on va comparer d'une façon successive les éléments du tableau avec, bien sûr, la valeur cherchée. Voilà, les valeurs du tableau avec la valeur cherchée, donc X. Donc, on fait le parcours du tableau par ordre croissant décroissant des indices. Donc, on peut commencer donc, la recherche à partir du début du tableau à la fin du tableau. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, on va afficher la position de I de l'élément X si il se trouve dans le tableau. On va retourner bien sûr la valeur moins 1 si X n'a pas été trouvé dans le tableau. Donc, le code de cet algorithme est le suivant. Donc, on va passer bien sûr le tableau, on va passer bien sûr la taille du tableau, on va passer bien sûr l'élément à chercher bien sûr dans le tableau, donc l'élément X. Donc, on fait bien sûr une boucle while, donc tant que le i est inférieur à n, c'est-à-dire que je n'ai pas arrivé à la fin du tableau, et logique bien sûr, t de i est différent de x. Donc, à chaque fois, bien sûr, on fait bien sûr le parcours du tableau et plus plus. Si j'arrive à la fin du tableau, if n égale à n, donc on va retourner moins 1. C'est-à-dire j'ai fait le parcours de tout le tableau, mais je n'ai pas trouvé, bien sûr, l'élément. Je n'ai pas trouvé l'élément, c'est-à-dire on n'a pas cette condition valide. C'est-à-dire on n'a pas le t de i égale
donc toujours le T de I, il est différent bien sûr de X. On n'a pas T de I égale à X. Else, on va retourner bien sûr la position bien sûr de notre élément. L'indice, là où se trouve bien sûr notre élément cherché. C'est bon? Est-ce que vous Monsieur, avez des questions concernant la recherche dans un tableau non trié? monsieur, Oui, c'est la position de X. la position de l'élément, oui. Ok. Donc, cet algorithme, il nous retient bien sûr la position de l'élément. Il retient -1 si l'élément ne se trouve pas dans le tableau. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, on passe des algorithmes séquencés dans un tableau trié. Donc, ici, bien sûr, les choses sont facilitées, la complexité est réduite. Oui. OK, donc recherche séquentielle d'un élément dans un tableau T trié. Donc, on parcourt bien sûr les éléments de tableau 1 à 1 par ordre croissant des indices. Donc, on va comparer successivement les éléments du tableau avec la valeur X jusqu'à atteindre un indice I tel que, bien sûr, X inférieur à T de I. Donc, si on arrive, bien sûr, à donc, si on dépasse, bien sûr, si on a X supérieur à T de I, on ne trouve pas l'élément, bien sûr, on va arrêter la recherche. Si X égale à T de I, l'élément se trouve dans le tableau. Sinon, X inférieur strictement à T de I, ou bien jusqu'à faire, bien sûr, le parcours de tout le tableau sans trouver X, l'élément n'existe pas dans le tableau. Donc, on va afficher, bien sûr, la position I de l'élément X, s'il se trouve dans le tableau, et on retourne -1 dans le cas contraire, c'est-à-dire l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Donc, le code de cet algorithme, c'est pareil, c'est comme bien sûr le code de la recherche dans un tableau non trié. La différence, c'est qu'ici, on ne va pas faire l'égalité, mais on va bien sûr tester ce côté de I inférieur strictement bien sûr à X. S'il est inférieur strictement à X, on va incrémenter bien sûr le I. Sinon, bien sûr, on va bien sûr retourner le -1. Et si j'arrive bien sûr à la fin du tableau, if I égale à N, donc on va retourner -1, c'est-à-dire l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Sinon, on va retourner bien sûr la position de l'élément dans notre tableau. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui? cette code d'un tableau trié croissant. Oui. Donc, si c'est pareil, si on a des croissants, on va changer tout simplement l'inégalité ici. C'est bon. On a C'est inférieur ça? à X, on va bien sûr changer. Donc, T de I supérieur strictement à X, tout simplement. OK? Ok, merci. Très bon. OK, donc maintenant, on va parler de la recherche dichotomique. Donc, vous connaissez déjà, je pense, le principe. Donc, la recherche dichotomique est un algorithme de recherche pour trouver la position d'un élément dans un tableau trié. Il faut bien sûr que les éléments soient triés pour faire bien sûr ce type de recherche. Par contre, recherche séquentielle, il est valable pour les deux cas, soit trié, soit non trié. Donc, on va comparer l'élément avec les valeurs de la case au milieu du tableau. Si les valeurs sont égales, la tâche est accomplie, c'est-à-dire j'ai trouvé l'élément. Sinon, on recommence bien sûr dans la moitié du tableau pertinente. Soit je commence dans la partie, la partie jusqu'à la fin, ou la partie donc à partir du début de tableau. Donc ici, on a un exemple de recherche dichotomique de la valeur 4 dans le tableau qui contient bien sûr ces éléments, donc 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Donc je fais la comparaison bien sûr de 4 avec l'élément qui est au milieu, donc c'est le 7. Donc je trouve que 4 il est inférieur à 7. La prochaine fois, je vais faire la recherche dans cette moitié, donc à partir bien sûr du début de tableau jusqu'à bien sûr la moitié de tableau. Donc maintenant, le nouveau tableau, c'est ce tableau. Oui, Yasmine? Monsieur, dans l'exemple précédent, le code
4, c'est if i égale à n retourne à moins 1. Recherche séquentielle. Oui. Votre question. Monsieur, if i égale à n retourne à moins 1 signifie que le nombre d'éléments égale les positions. Donc, Non, ici, si j'arrive à la fin du tableau, l'élément n'existe pas. Si l'élément n'existe pas, on va retourner moins 1, tout simplement. signifie que la recherche séquentielle, c'est fini. Donc, le nombre des éléments égale le nombre de positions. Non, c'est quoi la recherche séquentielle? C'est quoi I? Et c'est un parcours. C'est bon? Oui. Elle commence à partir de position 0. À chaque fois, je fais l'incrémentation de I. Donc, I égale à 0, égale à 2, 1, 2, 3, jusqu'à arriver à la taille de tableau. Si j'arrive à N et je ne trouve pas l'élément, ça signifie quoi? Ça signifie que l'élément ne se trouve pas dans le tableau. On va retourner moins 1. C'est bon? C'est bon, merci. Ok, donc je fais le parcours. Donc, c'est un parcours qui fait, bien sûr, qui passe par tous les éléments du tableau. Si j'arrive à la fin, je n'ai pas trouvé, bien sûr, l'élément, ça signifie exactement que bien sûr, l'élément n'existe pas dans le tableau. On va retourner moins 1. C'est bon? Bon, monsieur. Monsieur, Oui, monsieur, oui, la boucle while, oui. c'est la même chose si on utilise la boucle for dans cette code. C'est mieux d'utiliser CY. Donc, je ne connais pas le nombre d'itérations. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on utilise for souvent si on connaît à l'avance, bien sûr, le nombre de répétitions de la boucle. Ici, j'ai pas exactement, donc, je ne connais pas exactement le nombre d'itérations. Je ne connais pas l'élément se trouve où dans le tableau. C'est bon? Ah C'est oui, mieux merci. d'utiliser while ici. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, je reviens à la recherche dichotomique. Donc, je dis, je compare l'élément avec l'élément qui se trouve à la moitié du tableau pour décider est-ce que je vais chercher dans cette moitié ou dans la moitié, donc à partir du début du tableau. Donc, j'ai comparé, donc vous voyez, si je compare 4 avec 7, donc 4 il est inférieur, donc je vais chercher le 4, il existe dans la première partie du tableau. Donc, après, je fais la même chose. Donc, ici, on peut écrire bien sûr un algorithme qui est, si vous voulez, qui est, on peut écrire une fonction qui est, vous voyez bien sûr le même traitement, on le fait sur des données qui sont différentes. Dans un premier lieu, on fait le traitement sur le tableau tout entier. La prochaine fois, on fait le traitement sur la moitié du tableau. La prochaine fois, on fait bien sûr le traitement sur le quart de tableau et ainsi de suite. Donc, le même traitement qui se répète sur des données qui sont différentes. Donc, ici, c'est mieux bien sûr d'écrire des algorithmes qui sont récursifs pour pouvoir bien sûr écrire ce type d'algorithme. Donc, la prochaine fois, bien sûr, je compare le 4 avec la moitié, mais maintenant de ce tableau qui contient les éléments de 1 jusqu'à bien sûr 7. Je trouve que 4 il est inférieur à 6. Donc, il est inférieur, c'est-à-dire que je vais chercher dans la moitié, la première moitié de ce tableau. Donc, 4 il est supérieur à 3. Donc, après, on trouve bien sûr la valeur cherchée dans notre algorithme. Donc, on va essayer de faire bien sûr le code. Donc, avant bien sûr de faire le code, je vais vous donner l'algorithme général et après, bien sûr, on va voir le code dans le langage C. Donc, recherche dichotomique d'un élément X dans un tableau T trié. Donc, soit inf. Donc, inf, il va représenter l'indice de gauche du tableau initialisé à 0 et sup, l'indice de droite du tableau initialisé à N-1. C'est-à-dire, inf, il va prendre la position 0, c'est-à-dire la position de premier élément de tableau,
et sup, il va prendre la position du dernier élément de tableau, c'est-à-dire il va l'initialiser à n-1. Il met l'indice du milieu de l'intervalle, inf sup. Donc, inf sup, c'est-à-dire le début de tableau jusqu'à la fin du tableau. Il met, donc il va bien sûr prendre la valeur minimale, la valeur moyenne, la valeur bien sûr milieu, c'est-à-dire qui existe entre inf et sup. Si T2 2000 égale à X, alors la tâche est accomplie, c'est-à-dire on a trouvé l'élément. Sinon, si T2000 inférieur strictement à la valeur, donc bien sûr, recherchée, alors la position de X se trouve forcément après l'indice 1000. Donc d'où on va faire quoi? On va fixer inf au 1000 plus 1. Dans le cas contraire, on va fixer bien sûr sup dans 1000 moins 1, c'est-à-dire on va décider dans quelle partie du tableau on va chercher l'élément. Soit on va chercher dans la première partie, soit on va chercher dans la deuxième partie. Si je fixe le inf à 1000 plus 1, c'est-à-dire on va chercher de 1000 plus 1 jusqu'à sup. Si dans le cas contraire, c'est T2000 supérieur à X, donc on va chercher bien sûr à partir de 1 jusqu'à 1000 moins 1, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, bien sûr, je fais le même traitement sur les autres tables. On répète bien sûr les opérations jusqu'à trouver l'élément où que 1 soit plus grand que sup. Si je trouve bien sûr que 1 est plus grand que sup, c'est-à-dire l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Donc, ça, c'est le principe général. C'est l'algorithme global, donc en général de ce type de recherche. Et maintenant, on va essayer de voir bien sûr le code en langage C. Donc, on va tout simplement implémenter cet algorithme. Est-ce que vous avez des questions concernant donc ce principe concernant l'algorithme? C'est bon, donc on va voir le code. Donc, tout simplement, le code, on va implémenter exactement ce principe. Donc, vous voyez ici, donc on a une fonction recherche dichotomique dans laquelle on va passer bien sûr le tableau, on va passer bien sûr l'élément cherché, l'élément qu'on va chercher. Donc, on va passer bien sûr le inf et sup, c'est-à-dire l'intervalle. Là, on va chercher bien sûr les éléments, donc la borne inférieure et la borne supérieure de notre tableau. Donc, int 1000, c'est-à-dire le milieu du tableau, et int trouve, c'est une variable donc, qui nous informe est-ce qu'on a trouvé l'élément ou on n'a pas bien sûr trouvé l'élément dans notre tableau. Donc, tant qu'on bien sûr trouve différent de 1, l'élément, on n'a pas trouvé l'élément, et inf inférieur ou égal à 6, donc on va faire bien sûr, on va à chaque fois bien sûr calculer le milieu de tableau, donc égal à 1 plus sur 2. Et on va faire bien sûr la comparaison du milieu avec l'élément cherché. Si je trouve bien sûr que T2000 égale bien sûr l'élément cherché, donc on va bien sûr affecter la valeur 1 à trouve. Si on affecte bien sûr la valeur 1 à trouve, on peut arrêter bien sûr notre algorithme. Donc ici, on va écrire bien sûr un algorithme qui est récursif. Donc un algorithme récursif, c'est-à-dire si on fait ici if, c'est comme on a bien sûr une boucle. Donc else, s'il est bien sûr l'élément qui est au milieu inférieur à l'élément cherché, donc on va faire bien sûr affecter la valeur 1000 plus 1 à inf. Else, on va bien sûr fixer sup à 1000 moins 1 et on va afficher bien sûr l'élément si je trouve l'élément et on va répéter le même traitement. Donc, vous voyez si on a l'appel récursif de la fonction, donc on fait l'appel récursif, on va répéter le même traitement sur le nouveau tableau. Donc ici on a modifié bien sûr soit inf soit sup, on va faire bien sûr le même traitement pour soit la première partie du tableau, soit la deuxième partie du tableau. Sinon, donc on va bien sûr afficher notre élément. Est-ce que c'est bon pour Monsieur, s'il vous plaît, oui? que veut dire trouve différent de 1, de la valeur 1? Trouve, c'est-à-dire c'est une variable qui nous informe est-ce qu'on a trouvé l'élément ou on n'a pas trouvé l'élément. Donc au début, le trouve ne contient pas la valeur 1.
Si, pour modifier la valeur de trouve, si tout simplement si je trouvais l'élément. Monsieur, C'était 1 2000 ici égale veut égale à dire... recherche. C'est-à-dire si je trouve, cherche. Donc, si je trouve l'élément, donc on va bien sûr modifier la valeur de trouve. Oui? 1 ici veut dire true. Ça veut dire Bien qu'on sûr, a true. Ouais, trouvé la valeur. bien sûr, Ça true, veut dire oui. ici qu'on a trouvé la valeur. C'est pas que on va affecter la valeur 1 à trouve. C'est quoi 1? J'ai pas compris Donc, en informatique, on a 1 et l'instruction. 0. 1, c'est-à-dire vrai, 0, c'est-à-dire faux. C'est bon. Monsieur, j'ai pas On bien peut compris. utiliser les variables booléennes, donc soit true or false. On peut utiliser des entiers, 0 et 1. 0 signifie n'existe pas, ou n'importe quelle valeur signifie n'existe pas, et 1 signifie que la valeur existe. Donc ici, on a fait bien sûr le traitement avec le 1. Ah bon, d'accord. Merci, monsieur. C'est bon, c'est pareil, c'est la même chose. Vous pouvez bien sûr exploiter donc, les booléens, donc vous pouvez utiliser true et false, et nous pouvons bien sûr utiliser le 1 et 0 ou le 1 et d'autres valeurs. Donc 1 signifie l'élément true. Monsieur, Oui, monsieur, pourquoi inf égale à 1000 plus 1 compté de 1000 inférieur à cherche? s'il vous plaît. Donc on a déjà parlé ici. Si T2000 inférieur à X, on va faire quoi? On va fixer inf à 1000 plus 1. C'est bon. Si T2000 inférieur à cherche, on va fixer inf à 1000 plus 1. C'est-à-dire on va chercher dans la dernière partie de notre tableau. C'est-à-dire l'élément se trouve dans la deuxième partie du tableau. Oui, Ah, Asiya? d'accord. Monsieur, pourquoi on fait retourne 1000 et on fait printf T2000? Donc, on recherche si le X, la valeur recherchée, est trouvée dans le tableau. Je n'ai pas bien compris ta question. S'il vous plaît, répétez la question. On fait retourne 1000. Pourquoi? Et si on a retourné tout simplement la position de l'élément, c'est bon, la position là où se trouve bien sûr l'élément cherché. Donc après, bien sûr, le traitement qu'on va faire, donc on va bien sûr le trouver à 1000. C'est bon. Si vous voyez ici dans cet exemple, donc on fait, donc après on trouve que l'élément 4 se trouve au milieu d'un tableau. C'est bon. C'est bon, merci. Donc il existe à la position 1000, donc l'élément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. 1000, c'est la position de la valeur que recherche. C'est pas la valeur. Non, 1000. Donc à chaque fois, elle change de valeur. Mais à la fin, on va trouver l'élément à 1000. Parce que donc 1000, on va toujours, bien sûr, on va comparer, s'il vous plaît. On va comparer toujours T2000 avec la valeur cherchée. C'est bon. S'il est inférieur, on va bien sûr chercher dans la deuxième partie du tableau. S'il est supérieur, on va chercher dans la première partie du tableau. S'il est égal, vous voyez ici, s'il est égal. C'est-à-dire on a trouvé l'élément. On va le trouver où? On va le trouver ici à 1000. T2000 égale à cherche. C'est bon? Donc l'élément, à la fin, Oui, on va le trouver à la position 1000. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Merci. Rien? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Donc, on va passer bien sûr maintenant. Donc, on a terminé bien sûr avec les algorithmes de recherche et de tri. Donc, on va passer maintenant à d'autres concepts qui est très important pour les structures de données. Donc, le concept de fichier. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ce concept? C'est quoi un fichier, à votre avis?
Donc, tout simplement, un fichier, c'est un concept dans lequel on va, bien sûr, soit lire des données, soit sauvegarder des résultats. Donc, parfois, on a besoin, bien sûr, de faire des opérations sur les structures de données. Donc, on a besoin de lire des données à partir de fichiers pour pouvoir faire ces opérations, pour pouvoir faire, bien sûr, ces fonctions, etc. Et parfois, après, bien sûr, faire, bien sûr, beaucoup des opérations, etc. Donc, il faut, bien sûr, sauvegarder les résultats dans des fichiers. On peut trouver, bien sûr, des fichiers, texte, nombre. On peut trouver, bien sûr, des données, texte, nombre, images, son, etc. C'est bon? Donc, tout simplement, un fichier est une suite de données homogènes conservées en permanence sur un support de stockage. Un fichier est une suite de données homogènes conservées en permanence sur un support de stockage. Donc, si vous voyez, si on fait de la programmation à chaque fois, donc on écrit le code, on fait l'exécution, etc., on voit le résultat sur la console. Est-ce qu'on enregistre bien sûr ces résultats? C'est bon, donc ces résultats ne restent pas en permanence sur un support de stockage. Quel est le moyen? Le moyen de faire, bien sûr, enregistrer ces résultats dans un fichier qui est bien sûr stocké dans un support de stockage sur le disque dur. Donc, concernant les fichiers, on a deux types. Les fichiers binaires, ce sont des fichiers constitués d'une suite d'octets. Donc, on peut trouver bien sûr des fichiers d'extension .mp3, PNG, doc, etc. Ils peuvent pas être lus directement par un éditeur de texte. On a bien sûr des fichiers texte qu'on peut bien sûr les lire directement avec bien sûr un éditeur de texte. Donc, ce sont constitués bien sûr d'une suite de caractères imprimables, des espaces, des retours à la ligne, etc. Ils sont codés bien sûr en code ASCII. Donc, c'est ça, bien sûr. Donc, en général, donc, c'est quoi? Un fichier dans n'importe quel langage de programmation. On a deux types, on a des fichiers binaires, on a bien sûr des fichiers texte. Donc, les fichiers texte sont bien sûr, on peut les lire bien sûr par un éditeur de texte et les fichiers binaires, bien sûr, on peut les lire bien sûr avec d'autres éditeurs. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. OK, donc on a bien sûr un fichier, donc on va bien sûr manipuler les fichiers. Donc, pour manipuler un fichier, on utilise un pointeur sur une donnée spécifique dont le type est file. Donc, pour déclarer donc, un fichier, donc il faut bien sûr utiliser file. La structure file est déclarée dans la bibliothèque studio.h. Il faut bien sûr toujours bien sûr faire dièse include studio.h pour utiliser bien sûr la structure file. Donc, pour déclarer bien sûr un fichier, donc il faut utiliser, donc il faut mettre file étoile fichier. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la variable fichier contiendra l'adresse en mémoire de début de fichier. C'est comme vous avez par exemple, donc je vais vous donner un exemple très simple pour vous faciliter bien sûr la compréhension bien sûr des fichiers. C'est comme vous avez par exemple une feuille. C'est bon. Donc une feuille pour écrire par exemple les solutions des exercices. Donc une feuille c'est un fichier. Donc pour commencer bien sûr d'écrire les solutions, tu vas commencer bien sûr à partir de début. Donc vous avez un pointeur qui pointe sur la première ligne de votre papier. C'est bon. Donc, on va bien sûr faire des opérations sur le fichier, c'est-à-dire on peut écrire des données sur le fichier. Si vous écrivez par exemple des solutions, etc., on peut lire des données si déjà bien sûr on a des informations qui sont bien sûr dans notre fichier. Donc, les opérations standards sur les fichiers, donc on va faire l'ouverture de fichier. Donc, il faut ouvrir bien sûr le fichier. Il faut ouvrir par exemple le cahier pour écrire donc des informations sur le cahier, des données sur le cahier. Il faut, donc à la fin, on va fermer notre cahier. Donc, on ouvre le cahier soit
en mode lecture, soit en mode écriture, soit de lire des informations à partir, bien sûr, de cahiers, soit d'écrire des informations sur le cahier. Donc, c'est ça la notion de fichier. C'est comme, bien sûr, un cahier dans lequel on va mémoriser, on va écrire, bien sûr, des données. On va, bien sûr, lire des données si on a besoin de faire des opérations. Est-ce que c'est bon? Oui. Nous avons dit qu'un fichier se trouve sur un support de stockage. Donc, si on dit sur un support de stockage, il est stocké, bien sûr, sur un disque dur, par exemple. Donc, disque dur, c'est un support qui est physique. Donc, pour faciliter les choses, donc avant, bien sûr, de stocker donc, le fichier d'une façon permanente, donc on utilise ce qu'on appelle des tampons, des mémoires tampons, des buffers, pour faciliter, bien sûr, les opérations d'écriture ou de lecture sur le fichier avant, bien sûr, de le stocker d'une façon permanente sur le fichier. Donc, ça, c'est pour vous donner, bien sûr, le principe, bien sûr, des fichiers. OK, donc maintenant, on va essayer de voir quelles sont les opérations qu'on peut réaliser sur un fichier. Donc, la première opération, pour faire n'importe quelle opération sur le fichier, il faut, bien sûr, ouvrir le fichier. Donc, pour ouvrir le fichier, on utilise la fonction fopen qui permet bien sûr d'ouvrir un fichier suivant un mode d'ouverture. Donc, les modes, on a vu déjà les modes. Donc, soit on ouvre un fichier pour la lecture, pour lire des données, soit on ouvre un fichier pour l'écriture des données. Donc, bien sûr, fopen, il va renvoyer un pointeur sur le fichier ouvert. Cette fonction retourne nulle si l'ouverture, bien sûr, est impossible. Donc, parfois, on peut tenter d'ouvrir des fichiers qui n'existent pas. Donc, bien sûr, il va retourner, la fonction fopen, elle va retourner nulle. Donc, la syntaxe générale de cette fonction est la suivante. Donc, file, étoile fopen. Le premier paramètre de cette fonction, on va passer, bien sûr, un nom, une chaîne de caractères donc, qui contient bien sûr le nom de fichier et qu'on va ouvrir bien sûr et char étoile mode, c'est-à-dire le mode d'ouverture de fichier. Donc, quel est le mode? Est-ce qu'on va bien sûr ouvrir le fichier en mode lecture, en mode écriture, en mode ajout? Donc, on va voir par la suite les différents modes, etc. Donc, on va bien sûr ouvrir un fichier, on va ouvrir un fichier, un nom de fichier, et on va l'ouvrir, bien sûr, soit en lecture, soit en écriture, soit en ajout, etc. Donc, ça, c'est la première opération qu'on peut faire, bien sûr, sur un fichier, c'est d'ouvrir un fichier pour pouvoir, bien sûr, soit de lire des données, soit d'écrire des données, soit d'ajouter, si on a déjà des données qui sont sur le fichier, on peut ajouter d'autres données. C'est bon? Ça, c'est la première opération, la première fonction. Et on a des questions qui se posent sur l'ouverture d'un fichier. La première question, elle se trouve le fichier ouvert. Donc, tout simplement, et généralement, il se trouve dans le répertoire de travail, c'est-à-dire là, on a bien sûr notre programme en langage C et enregistré. Donc, pour cela, on utilise bien sûr la syntaxe suivante. Donc, fichier qui est égal à fopen. Donc, ici, le nom de fichier. Et ici, bien sûr, je fais seulement le mode. Donc, ici, R, c'est-à-dire read, donc en mode lecture. Si on a le fichier donc, qui est dans un répertoire bien, donc dans un autre répertoire, qui est différent, bien sûr, de répertoire de travail, c'est-à-dire là, on va enregistrer, bien sûr, notre programme. Donc, on va tout simplement donner le chemin absolu pour faire l'accès au fichier directement ici. Donc, je mets donc, le mode pour accéder. Donc, c'est donc le fichier 1.txt, il se trouve dans le disque C, dans le répertoire data, etc. Et ici, bien sûr, je vais spécifier exactement le mode d'ouverture de fichier. Donc, ici, le mode de lecture. C'est bon. Donc, tout simplement ici, bien sûr, les anti-slash, ils deviennent des slash dans la fonction fopen pour spécifier exactement le chemin là où se trouve, bien sûr, le fichier dans notre
support de stockage. Donc, à quoi sert l'extension .txt, par exemple ici? Donc, il ne sert à rien pour le compilateur, bien sûr, le compilateur C, mais elle permet au système d'exploitation de l'ordinateur de sélectionner le programme qui permet, bien sûr, d'ouvrir le fichier. Donc, par exemple, .txt, donc on va utiliser un éditeur de texte pour ouvrir le fichier. Et pour les autres fichiers qui sont bien sûr des fichiers binaires, donc on a bien sûr, pour chaque fichier, on a un éditeur qui nous permet bien sûr d'ouvrir le fichier pour lire bien sûr les informations, pour bien sûr faire modifier, donc ajouter des informations, etc. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. la deuxième instruction, c'est toujours pour le langage C. S'il vous plaît, répétez votre question. La deuxième instruction, c'est toujours seulement pour le langage C. Quelle instruction? C'est ça? Fichier égale fopen, C data fichier Bien sûr, c'est texte. seulement, c'est un syntaxe pour le langage C. Donc, maintenant, on traite les fichiers en langage C. Pour les autres langages, on a d'autres fonctions. Et quand on utilise fichier fopen, fichier 1, Oui. la première instruction. La Et quand première on instruction, utilise la si le première fichier se instruction. trouve dans le répertoire dans lequel vous enregistrez, bien sûr, vos programmes. Ah oui. C'est bon. Par contre, Oui. ici, si le fichier se trouve dans un répertoire ailleurs, donc il ne se trouve pas dans le même répertoire dans lequel vous avez bien sûr enregistré vos programmes C. C'est bon? C'est ça la Ah oui, différence d'accord, entre les merci. deux. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Donc, je passe à d'autres fonctions, d'autres opérations sur le fichier. Donc, on va vous présenter tout d'abord, bien sûr, les différents modes d'ouverture d'un fichier. Donc, on va ouvrir un fichier soit en lecture, soit en écriture, soit en ajout, etc. Donc, les différentes valeurs, donc, concernant le deuxième paramètre, différentes valeurs qu'on peut trouver. Vous trouvez R, ça signifie read, c'est-à-dire ouvrir le fichier en mode lecture. Le fichier spécifié doit être déjà existé. Je ne peux pas ouvrir un fichier en mode lecture et le fichier n'existe pas. C'est bon. Donc, il faut que le fichier déjà existe. On va bien sûr ouvrir le fichier pour lire des données à partir du fichier. Le W signifie write, bien sûr, ouvrir le fichier en écriture. S'il n'existe pas, il sera créé. S'il existe déjà, son ancien contenu sera détruit. Donc, c'est-à-dire, sur détruit, on va bien sûr écrire d'autres informations. On peut trouver append, c'est-à-dire on va ajouter, donc ouvrir le fichier en mode ajout, qui est un mode dans lequel toutes les opérations d'écriture dans le fichier se feront à la fin du fichier. S'il n'existe pas, il sera créé. Par exemple, le fichier il contient déjà des informations. Les ajouts ils sont ajoutés juste après les informations qui se trouvent déjà dans le fichier. Mais si on ouvre bien sûr un fichier en mode ajout et le fichier n'existe pas, donc on va créer un nouveau fichier, on va bien sûr ajouter des informations. Donc pour spécifier, donc on a dit donc au départ qu'on a deux types de fichiers, les fichiers binaires et les fichiers texte. Pour spécifier qu'on veut ouvrir le fichier en tant que fichier binaire au texte, il suffit d'ajouter BOT. Donc B signifie fichier binaire et T signifie bien sûr fichier texte. Si on a bien sûr ici, si on fait dans le mode bien sûr d'ouverture de fichier RB, ça signifie read binary, c'est-à-dire on va ouvrir un fichier binaire en mode lecture. WT, donc bien sûr un fichier texte en mode écriture. AT, un fichier texte en mode bien sûr ajout, etc. C'est bon. Donc on peut également ajouter un plus dans l'argument mode. Donc plus, c'est-à-dire on va donner bien sûr la possibilité de faire les deux opérations, lecture et écriture en même temps sur le fichier. C'est bon, donc ça c'est les différents modes d'ouverture d'un fichier. On va ouvrir un fichier soit en mode lecture,
soit en mode écriture, soit en mode ajout pour ajouter bien sûr d'autres informations si on a bien sûr déjà des informations sont déjà dans le fichier. Et on peut bien sûr différencier les deux fichiers, binaire au texte, donc avec B et T dans le mode d'ouverture. OK. Donc, après avoir, bien sûr, faire des opérations sur un fichier, etc., il faut fermer, bien sûr, le fichier. Donc, pour fermer un fichier, donc, on utilise la fonction fclose. Donc, fclose, il nous permet, bien sûr, de fermer le fichier qui est déjà ouvert, soit au mode lecture, au mode écriture. Donc, la syntaxe de fclose est la suivante. Int fclose file étoile fichier, c'est-à-dire on va bien sûr fermer notre fichier. Donc, il se trouve bien sûr dans studio.h. Fclose tire la charge d'eau. Donc, toute opération dans le fichier est exécutée, puis le fichier détaché de programme. Détaché de programme, c'est-à-dire on va l'enregistrer dans un support de stockage. C'est-à-dire le programme est terminé et les données sont enregistrées dans le fichier. C'est bon? Juste après, bien sûr, fclose. OK, donc ici, on a un exemple dans lequel on va, bien sûr, ouvrir un fichier et on va, bien sûr, le fermer par la suite. Donc ici, donc, on va déclarer un nom de fichier comme un char, un tableau de chaîne de caractères. Après, donc, on va déclarer notre fichier avec file étoile F. Donc, on va entrer bien sûr le nom de fichier. Donc, printf nom de fichier get. On va entrer donc le nom de notre fichier. Et F égale à F open, nom de fichier. Ici, donc je vais spécifier. Donc, on va utiliser tout simplement la syntaxe de la fonction F open. On va spécifier ici le mode d'ouverture de fichier. Donc, W, c'est-à-dire signifie qu'on va ouvrir le fichier en mode écriture. Et après, bien sûr, on va tester si F égale à nul, c'est-à-dire on a tenté d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, donc il va afficher le message impossible d'ouvrir le fichier. Donc, else, dans le cas contraire, bien sûr, le fichier il est ouvert en mode écriture et je peux maintenant, bien sûr, faire, bien sûr, copier des données sur le fichier, c'est-à-dire écrire des données sur le fichier. Et bien sûr, à la fin, donc il faut fermer le fichier fclose. Donc, bien sûr, entre l'ouverture et la fermeture, on a plusieurs traitements, c'est-à-dire on a des opérations pour, bien sûr, écrire des données sur le fichier. Est-ce que c'est clair, cet exemple, pour vous? C'est bon? Donc, je passe. Monsieur, Oui? monsieur, Oui? quoi get? Get mon fichier. Get, c'est une fonction qui nous permet, bien sûr, de lire les signes de caractère. Donc, au lieu de mettre scanf, pourcentage, s, virgule, l'adresse, donc on va utiliser directement get. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, on a get, on a put. Put, c'est-à-dire pour la lecture, pour afficher, bien sûr, une chaîne de caractère. monsieur, chaîne de Oui. caractère واخا يكون فيها بزاف ديال الاعداد ديال الكاركتير. وشين دو كاركتر هي اللي فيها بزاف ديال الاعداد. اوكي. C'est bon, donc c'est pas le un seul caractère, c'est un seul caractère, donc un caractère. Machine de caractère, c'est un tableau de caractères en langage C. Ok, merci. C'est bon? Monsieur, Oui? on peut utiliser gets et puts même pour les entiers. C'est pas grave. Bon, seulement pour les chaînes de caractères. Ce sont des fonctions dédiées pour les chaînes de caractères. D'accord, merci. Ok, donc Inch'Allah, pour la partie chaîne de caractères avec votre prof. Donc, on a dit que pour get, put, etc. Donc, vous allez voir bien sûr les fonctions qui sont dédiées seulement pour les chaînes de caractères. D'accord. C'est bon, on ne peut pas l'utiliser avec les entiers, on ne peut pas l'utiliser avec les réels. C'est seulement une fonction dédiée pour les chaînes de caractères. C'est bon. C'est bon?
C'est bon, OK. monsieur. OK, donc après, donc bien sûr, si Monsieur, on ouvre notre fichier, donc il faut faire des opérations sur le fichier. Donc on va, donc ici le mode d'ouverture sur l'écriture, donc il faut écrire des données. Donc ici on a présenté donc un exemple tout simplement pour vous montrer comment ouvrir un fichier et comment fermer un fichier, mais entre l'ouverture et la fermeture de fichier, donc on a plusieurs opérations. Donc parmi les opérations, on peut faire l'écriture et la lecture, bien sûr, dans des fichiers. Donc, on va commencer par les fichiers texte et après, on va voir quelles sont les fonctions qui sont réservées pour les fichiers binaires. Donc, on va commencer par les fichiers texte. On utilise deux fonctions pour la lecture et l'écriture, bien sûr, des données sur le fichier. Donc, on utilise le fprintf. Donc, vous connaissez déjà, bien sûr, la syntaxe de printf, qui nous permet, bien sûr, d'écrire, donc bien sûr, sur l'écran de l'ordinateur des données. Donc, on peut utiliser, donc il est analogue avec fprintf, on peut utiliser fprintf pour, bien sûr, écrire des données sur un fichier. Donc, cette syntaxe est semblable à celle de printf avec, bien sûr, des paramètres différents. Donc, fprintf, ici, on va passer, bien sûr, notre fichier. Ici, on va passer, bien sûr, le format des données qu'on va bien sûr écrire sur le fichier et après on va passer bien sûr les données qu'on va bien sûr le mettre sur le fichier. Donc si on a un exemple, si on veut par exemple écrire un réel, une valeur réelle sur le fichier, donc on va utiliser bien sûr cette instruction fprintf. Je passe ici le nom de fichier, donc c'est un pointeur sur le fichier, file étoile fichier, donc c'est un pointeur sur le fichier et c'est un pointeur donc qui pointe sur, bien sûr, le début de fichier. Je commence l'écriture à partir du début de fichier. Et ici, bien sûr, le mode, le format, bien sûr, de double. Et ici, bien sûr, la valeur qu'on va ajouter sur le fichier. Donc, ça, c'est l'écriture, bien sûr, des données sur le fichier. On peut lire, bien sûr, des données à partir du fichier, à travers, bien sûr, la fonction fscanf. C'est bien sûr analogue comme le scanf que vous connaissez déjà. Donc, cette syntaxe est la suivante. Donc, je passe bien sûr un pointeur bien sûr sur un fichier, après le format et après bien sûr on va bien sûr lire les données avec adresse de l'élément, etc. Donc, on a ici un exemple pour des réels. Donc, double A, fscanf. Donc, ici, je passe le pointeur qui pointe sur bien sûr notre fichier. Et après, le format des éléments qu'on va lire à partir du fichier. Et bien sûr, ici, je passe l'adresse de l'élément qu'on va lire à partir du fichier. Donc, ça, c'est deux fonctions qui sont dédiées pour les fichiers texte pour faire soit la lecture, soit l'écriture des éléments sur un fichier texte. Est-ce que vous avez des questions ici? C'est bon. Donc maintenant, on va traiter un exemple dans lequel on va voir l'écriture dans un fichier bien sûr texte. Donc vous voyez ici, donc on va bien sûr déclarer des variables qu'on va ajouter sur notre fichier. Donc on a A et B, on a déclaré de réels. Après, donc on va déclarer notre fichier avec file étoile fichier. On va ouvrir notre fichier en mode écriture, c'est-à-dire on va écrire sur le fichier. Donc, fichier égale à fopen. Donc, le fichier, il faut qu'il existe déjà dans notre ordinateur. Donc, il s'appelle ici .text en mode écriture. Donc, bien sûr, on va vérifier si le fichier a bien été ouvert. Donc, if fichier différent de nul, c'est-à-dire on a effectivement, bien sûr, ouvrir le fichier. Donc, on va ajouter les éléments dont on va écrire, bien sûr, des réels sur le fichier. Donc ici, on va bien sûr ajouter le A, on va ajouter bien sûr le B sur notre fichier. Après, bien sûr, on va fermer le fichier. Donc ici, on a écrit bien sûr deux réels, deux valeurs réelles sur notre fichier. Donc le 1,5 et le 2,5 sur notre fichier avec la fonction fprintf. C'est bon?
OK, donc après, on va voir un exemple de lecture à partir d'un fichier. Dans ce cas, on va exploiter bien sûr le fscanf, donc un fichier texte. Monsieur, Oui, la fonction fprintf, elle affiche, est-ce qu'elle affiche des données ou bien? non, fprintf, il va écrire des données sur le fichier. Ah, ok. Ouais. C'est bon, donc on a un fichier, c'est comme un papier. Tu écris sur le papier, c'est-à-dire on va écrire des données sur le fichier avec le fprintf. C'est bon? C'est bon, ouais. Merci. De rien. Donc maintenant, on va traiter donc un exemple de lecture à partir d'un fichier, c'est-à-dire on va lire des données à partir d'un fichier. Donc on va exploiter bien sûr la fonction fscanf, donc qui est dédiée pour lire des données à partir d'un fichier texte. Donc on va, pour lire des données à partir d'un fichier, on va les stocker où? Donc toujours, il faut voir une structure. Donc j'ai déjà parlé de ça. Donc il faut pouvoir bien sûr une structure dans laquelle on va stocker ces données. Donc, soit on fait des opérations sur des structures, on va enregistrer les données sur un fichier, ou on va lire des données à partir d'un fichier, on va bien sûr les stocker dans une structure. Donc, ici, on va utiliser une structure tableau, mais dans notre cas, bien sûr, on peut utiliser bien sûr des structures listinées, etc. Donc, on verra par la suite. Donc, on va déclarer bien sûr un tableau dans lequel on va mettre bien sûr les éléments qu'on va lire à partir de fichiers. Donc, on va déclarer toujours bien sûr un pointeur sur notre fichier. Donc, pour pouvoir bien sûr lire les données à partir de fichiers, on va ouvrir notre fichier en mode lecture. On va lire notre fichier en mode lecture. On va tester bien sûr si on est bien sûr arrivé à ouvrir le fichier. Donc, il faut que le pointeur différent de nul, c'est égal à nul, c'est-à-dire le fichier n'existe pas, donc on ne peut pas ouvrir un fichier qui n'existe pas. Et après, donc on va écrire, c'est-à-dire on va lire bien sûr les données à partir bien sûr à partir de fichiers, on va les mettre dans un tableau. Donc fscan fichier, le format, et on va bien sûr lire bien sûr les données à partir bien sûr de fichiers. Et après, le tableau, notre tableau, il contient les éléments qu'on vient de lire à partir de fichiers. Donc, on peut fermer notre fichier. Après, on peut afficher les éléments qui sont bien sûr stockés dans notre tableau. On peut les afficher bien sûr. Ces éléments sont bien sûr on allie ces éléments à partir de fichiers, on les met dans le tableau. Oui, Najwa? Monsieur, dans la ligne 7, l'écriture veut dire les valeurs qu'on va compiler. Comment les valeurs qu'on va compiler? C'est-à-dire les valeurs qu'on va entrer dans le scanf. Non, le nombre de valeurs qu'on va lire à partir de fichiers. Et pourquoi on a mis écriture? Non, normalement, on va faire l'écriture dans le tableau. C'est bon, on va écrire des C'est-à-dire éléments. on va compiler les valeurs. C'est pas compiler. Donc, on va lire à partir de fichiers, on va les mémoriser dans le tableau. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Donc, on va lire à partir d'un fichier les éléments, donc ce sont des réels. On va les mettre dans un tableau. C'est bon. Vous pouvez ignorer donc ces commentaires, donc écriture. Donc, on va lire à partir de fichiers, on va les mettre dans un tableau, tout simplement ici. D'accord. C'est bon, on lit les données. Donc, on a un fichier donc, qui contient des données. On va prendre ces éléments. Si on a par exemple des éléments 10, 15, quelque chose, etc., donc des réels, on va lire des réels, donc est égal à 0 jusqu'à 10. On va les mettre dans le tableau. D'accord. C'est bon. Et après, le tableau il contient déjà l'élément, on peut les afficher. Oui, Yasmine? D'accord. Monsieur, pourquoi on a répété la boucle for? Parce qu'on va lire des éléments. C'est le nombre des éléments qu'on va lire à partir de fichiers. C'est bon? Oui.
OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Monsieur, est-ce que ces éléments existent déjà dans le tableau? Non, les éléments existent dans le fichier. Donc ici, on a lire à partir de fichiers, on les met dans le tableau. Ces éléments existent déjà dans le fichier et on va les mettre dans le Dans tableau. le tableau. Si j'ai rempli le tableau, on peut l'afficher. Donc, si on affiche le tableau, c'est bon. Est-ce qu'on va ajouter le tableau à ce fichier ou quoi? S'il vous plaît. On a un fichier qui contient des éléments. C'est bon. Un fichier qui contient des éléments, on va lire ces éléments à partir de fichiers. Et on va les mettre dans un tableau. C'est bon. Imaginez qu'on a par exemple les valeurs 10,5, 15, 14, etc. Ce sont des doubles qui sont dans un fichier. Donc, pour lire 10 éléments, donc on va faire une boucle for, donc de i égale à 0 jusqu'à 10. Et on va lire les éléments à partir de fichiers. Donc, ces éléments, on va les lire, on va les mémoriser dans un tableau. Vous voyez ici, donc à chaque fois, je le mets dans table de i. C'est bon? Monsieur, c'est-à-dire les éléments existent déjà dans le fichier et écriture veut dire qu'ils vont être copiés vers le tableau, vers ce Exactement. tableau. Exactement. D'accord, merci. Et après, donc, on va fermer notre fichier. Le tableau contient déjà les éléments, donc on va les afficher tout simplement sur notre ordinateur. D'accord, monsieur. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc maintenant, on va voir un autre exemple. Non, on va parler bien sûr des fichiers binaires. Donc, on a vu bien sûr les fonctions pour bien sûr faire lecture et écriture de données à partir donc dans un fichier texte. Donc maintenant, on va voir quelles sont les fonctions bien sûr qu'on peut utiliser pour écrire et lire des données à partir bien sûr des fichiers binaires. Donc on a deux autres fonctions. On a la fonction fwrite permet d'écrire un bloc de données. On a un sous l'appel et retourne un entier qui est égal à le nombre des éléments effectivement écrits. Donc, sa syntaxe est la suivante. Donc, il nous retourne bien sûr un entier donc positif. fwrite, donc ici on passe bien sûr un pointeur donc qui pointe sur le début bien sûr de fichier. Donc ici on passe la taille bien sûr des éléments qu'on va lire, le nombre des éléments et ici bien sûr on passe bien sûr notre fichier. Donc, écrit dans fichier, ça signifie quoi? Écrit dans fichier une suite de nombres, c'est-à-dire le nombre des éléments, fois size. Donc, le nombre fois la taille, octet, dont le début est pointé par le pointeur PTR. Donc, le début de l'écriture est pointé par le pointeur PTR. C'est bon. Le pointeur PTR doit pointer soit un tableau correctement déclaré, soit avoir été alloué précédemment. Donc, on va voir un exemple pour comprendre un petit peu cette fonction d'écriture sur les fichiers binaires. Donc, on va déclarer bien sûr, donc si on a un exemple, on va déclarer notre fichier, donc un pointeur sur file. Et après, pour écrire bien sûr des données, on va donc ici, la différence ici, donc on va écrire un bloc de données. Donc pour écrire un bloc de données, il faut que les données soient bien sûr mémorisées dans une structure. Donc ici, on va utiliser la structure tableau. Donc on a un tableau qui contient bien sûr plusieurs données, donc un bloc de données. Et après, donc on va ouvrir notre fichier en mode bien sûr écriture, B, c'est-à-dire fichier binaire. Et après, on va utiliser le fwrite, c'est-à-dire on va passer notre tableau, vous voyez ici, donc un PTR, c'est-à-dire un pointeur qui pointe sur le bloc de données. Et après, on va passer la size. Donc ici, on va employer les entiers, on va passer bien sûr la taille des entiers.
Ici, le nombre. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 éléments, le nombre des éléments. Et bien sûr, ici, c'est notre fichier, le pointeur sur notre fichier. Et après, on peut fermer notre fichier, donc après la fin, bien sûr, de l'opération. Est-ce que c'est bon? OK, donc Monsieur, maintenant, oui. c'est quoi but? But impossible. Ah oui, donc on a déjà vu la fonction get. On a la fonction put. La fonction put, c'est une fonction qui nous permet bien sûr d'afficher une chaîne de caractères. C'est bon. Get permet de lire une chaîne de caractères et put permet d'afficher une chaîne de caractères. Donc, si on va afficher une chaîne de caractères impossible, on peut utiliser put. C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. OK, de rien. Donc ça, c'est pour la fonction d'écriture, bien sûr, des données sur un fichier binaire. Donc on a la fonction de lecture, donc fread, donc permet de lire un bloc de données. On a un seul appel et retourne un entier qui est égal à le nombre, bien sûr, des éléments effectivement lus. Donc la syntaxe est pareil, c'est comme bien sûr la fonction fwrite, mais ici on va bien sûr mémoriser les données qu'on vient de lire donc à partir de fichiers dans un tableau. Donc, lire une suite de nombre des données fois la taille, en octet bien sûr, à partir de la position courante, dans fichier, et les mettre dans le pointeur PTR. C'est un tableau. On va les mettre bien sûr dans une structure. Donc, file étoile F, on va déclarer un tableau. Donc, ici, le tableau avec cases, donc avec 8 cases, c'est-à-dire on va lire bien sûr 8 éléments à partir de fichiers, on va les mémoriser dans un tableau. Donc il faut bien sûr déclarer un tableau pour bien sûr mémoriser tous les éléments. Donc ici on a 8 éléments, c'est-à-dire on va déclarer un tableau avec 8 cases. Donc on va ouvrir notre fichier, if open. Donc ici le nom de fichier, on va lire, bien sûr, on va ouvrir un fichier binaire en mode lecture. Et après, donc on va utiliser la fonction fread. On va passer, donc bien sûr, le pointeur, donc le tableau. Après, la taille des éléments qu'on va lire à partir de fichier, le nombre des éléments et bien sûr le fichier. Et après, donc les éléments sont déjà donc stockés dans le tableau. Donc on peut afficher bien sûr les éléments de notre tableau. Donc for est égal à 0 et inférieur strictement à 8 et plus printf. On va bien sûr afficher les éléments de notre tableau. Et à la fin bien sûr de l'opération, donc on va fermer notre fichier, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Donc, on a Monsieur, une notion. Oui, Monsieur, oui. c'est la même chose. C'est la même chose si on coupe les valeurs dans une table. J'ai pas bien compris ta question. Donc, copier les valeurs dans une table. Donc, on va les copier à partir de quoi? Fscanf. Non, Fscanf, il est utilisé pour les fichiers texte. Si on a des fichiers binaires, on ne peut pas utiliser Fscanf. Ah oui. C'est bon, ça c'est les fichiers binaires. Donc les fichiers binaires, on a fread et fwrite. Pour les fichiers texte, on a fprintf et fscanf. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Okay. Donc, une question qui est très importante. Donc, dans un fichier, est-ce que toujours on commence à partir de début de fichier? La lecture et l'écriture. Donc, j'ai par exemple un papier, tout simplement. Donc, vous avez un papier. Est-ce que vous commencez l'écriture toujours au début de papier? Est-ce que vous commencez la lecture toujours au début de papier? Donc, parfois, on peut lire à partir d'une position dans le fichier, dans le papier.
Je peux commencer par exemple, à partir du milieu, je peux commencer à partir d'une ligne dans notre papier, soit de lire, soit d'écrire. Donc, pour cela, on parle d'une notion qui est très importante, c'est le pointeur de position de fichier. C'est bon. Donc, donc au début, donc l'ouverture de fichier, le pointeur pointe sur le premier de fichier, c'est-à-dire la première ligne de notre fichier. Si on veut se positionner dans le fichier, donc on a bien sûr des fonctions qui nous permettent de faire ça, donc on va les voir par la suite. Donc, toute lecture et écriture d'une donnée dans le fichier se fait à l'endroit pointé par le pointeur de position de fichier. Donc, on va essayer de parler du pointeur de position de fichier, c'est-à-dire on va essayer de se positionner dans le fichier, soit au début, soit au milieu, à la fin, à une ligne bien déterminée, etc., pour pouvoir faire des opérations, soit lecture, soit écriture, soit l'ajout, etc. Donc, toute lecture et écriture d'une donnée avance ce pointeur du nombre d'octets lus et écrits. Si on écrit bien sûr des données, donc le pointeur il avance. Ça dépend bien sûr de l'écriture sur le fichier, donc d'un octet, soit en lecture, soit en écriture. Donc, le plus simple, on lit des caractères avec fget, fichier, ou fscanf. Donc, à chaque fois, bien sûr, on va bien sûr, donc le pointeur, il va se déplacer d'un octet à chaque fois dans notre fichier. Donc, avec quel appel donc, le pointeur de fichier avance d'une position vers la fin du fichier. Donc, toujours le pointeur, il pointe sur le premier élément et après, il se déplace dans le fichier jusqu'à la fin, jusqu'à bien sûr terminer l'écriture sur le fichier. Pour une lecture d'un entier avec fscanf, donc le pointeur de fichier avance du nombre d'octets utilisés pour représenter l'entier en décimal plus un séparateur. Donc, bien sûr, si on écrit bien sûr des entiers, donc toujours on fait des séparateurs entre les entiers. Donc, le pointeur, il se déplace donc dans le fichier. Donc, même règle avec bien sûr la fonction fprintf. Donc, maintenant, comment on va se positionner dans le fichier? Donc, on a bien sûr on a des fonctions qui nous permettent ça. C'est la fonction fsec. Donc, il est possible d'agir directement sur pointeur de position de fichier à l'aide de la fonction fsec pour se déplacer à un endroit bien déterminé dans notre fichier. Donc, je vais commencer de n'importe quelle position dans notre fichier pour écrire des données, pour bien sûr lire des données. Donc, cela permet de réaliser des lectures et d'écriture à n'importe quel point du fichier. Donc, la syntaxe générale de cette fonction fsec, donc ici, on passe bien sûr notre fichier, un pointeur sur le fichier. Ici, on a le décalage. Ici, on a par rapport. C'est bon. Le décalage, le nombre d'octets par rapport à une position donnée dans notre fichier. Donc, déplacer le pointeur de fichier à la position décalage par rapport à la place indiquée par rapport. C'est bon. Donc, si décalage est positif, le déplacement se fait vers la fin du fichier. Si décalage est négatif, le déplacement se fait vers le début de fichier. Donc, on a trois valeurs admises pour le paramètre par rapport. Donc, on peut utiliser sec7 ou 0 par rapport au début de fichier. C'est-à-dire, on se déplace par rapport au début de fichier. Sec cure ou 1 par rapport à la position courante dans le fichier. C'est-à-dire, je fais des opérations à un certain moment, je suis une position dans le fichier. Donc, on va se déplacer par rapport combien d'octets par rapport à la position courante. Et sec_int ou 2 par rapport à la fin du fichier. On peut se déplacer dans le sens inverse. C'est-à-dire, je se déplace donc de la fin du fichier jusqu'à, donc, bien sûr, le début du fichier. Donc, on peut utiliser donc un déplacement par rapport à la fin du fichier. Donc, ça, c'est pour se positionner à n'importe quel endroit dans le fichier. Donc, on a d'autres fonctions, bien sûr, qui nous permettent, bien sûr, de se positionner dans le fichier. Donc, on a donc, concernant la fonction fsec, donc retourne 0 en cas de succès, une valeur différente de 0 si le déplacement ne peut être réalisé. Donc, si on a, par exemple, on a je suis dans la fin de fichier, je déplace vers la fin, donc il va retourner bien sûr une valeur différente de 0.
Si le déplacement est avec succès, il va retourner 0. On a la fonction, donc cette fonction, il nous permet de se mettre au début de fichier directement. Si j'utilise cette fonction avec bien sûr le fichier qui pointe, le pointeur qui pointe sur notre fichier, il va se positionner directement. Si je fais des opérations sur le fichier à un certain moment, je suis bien sûr, par exemple, à la fin de fichier, je veux retourner au début de fichier, j'utilise directement cette fonction. Et bien sûr, on peut utiliser le fsec, donc soit au milieu, soit à la fin, etc. On fait le décalage. Oui. Par exemple, si on a ici moins 1L, donc sec cure, c'est-à-dire la position courante, faire reculer d'une position le pointeur de position de fichier. Donc, on va reculer d'un octet dans notre fichier. Donc, on a la fonction ftel, donc on a plusieurs fonctions qui nous permettent bien sûr de faire déplacer, donc bien sûr le curseur, donc déplacer le pointeur dans le fichier pour se positionner à un endroit bien déterminé. Donc, ici, on a d'autres fonctions très importantes pour bien sûr faire des opérations sur le fichier. Donc, on a, par exemple, cette constante qui nous permet bien sûr de tester qu'on a arrivé, par exemple, à la fin du fichier. Donc, on peut utiliser la fonction remove pour bien sûr supprimer le fichier. Il nous permet bien sûr de supprimer le fichier. On peut utiliser la fonction rename pour modifier le nom de fichier. Donc, on a ici, on passe comme paramètre l'ancien nom et le nouveau nom. Donc, on va le remplacer, l'ancien nom, on va le remplacer par le nouveau nom, etc. On a d'autres fonctions pour permettre, bien sûr, d'écrire des caractères, d'écrire des signes de caractères dans le fichier, etc. C'est bon, donc on a terminé ce cours. Et maintenant, donc, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. je n'avais pas bien compris la fonction fsec. fsec pour se positionner. Donc, par exemple, vous écrivez sur votre papier. Donc, toujours si on ouvre un fichier, le curseur ou là, le pointeur, il pointe sur le début de fichier. C'est bon? Moi, je veux par exemple écrire à partir d'une position bien déterminée dans le fichier. J'ai déjà par exemple des données sont écrites dans le fichier. Je veux par exemple ajouter d'autres informations. Donc, je ne peux pas ajouter au début. Donc, on va ajouter à une position dans le fichier. Donc, fsec, il nous permet bien sûr de se déplacer vers la position dans le fichier. C'est bon? Donc, de se déplacer soit par rapport au début, soit par rapport, bien sûr, au début, si j'utilise par exemple ici fsec, donc ici dans le deuxième paramètre, j'utilise sec7 par rapport au début du fichier. Et ici long, c'est-à-dire on va donner le nombre de caractères, c'est-à-dire le nombre de déplacements par rapport, bien sûr, au début du fichier. Soit, bien sûr, on se déplace à une position courante. Si on a, bien sûr, déjà le pointeur ne pointe pas sur le début du fichier. Et on peut se déplacer, donc, par rapport à la fin du fichier. C'est bon? C'est bon, monsieur, merci. Ok, de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, que veut dire moins 1L? Moins 1L, c'est-à-dire on va reculer d'une seule position. C'est bon. Le pointeur, par exemple, j'ai par exemple dans notre fichier 10 et 15. Donc 10 avant 15. Notre pointeur pointe sur 15. Pour revenir à 10, donc on va utiliser moins 1L. Pour revenir d'opposition, moins 2L. C'est bon, et ainsi de suite. Oui, et pour 0L, donc c'est la position, C'est la première 0L, position, 0L avec sec_end, c'est-à-dire à la fin du fichier. la fin de fichier. C'est bon. Moins Oui. 1 L sec_end, c'est-à-dire on va reculer d'une position par rapport à la fin du fichier. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Ok.
Un L par exemple, donc un L par exemple avec sec 7, on va se déplacer d'une position dans le fichier par rapport au début. C'est bon? Oui, monsieur. OK, donc on va arrêter ici. Donc ici, il reste tout simplement des recommandations pour utiliser, donc des règles pour manipuler bien sûr des fichiers. Donc les règles tout simplement, donc chaque fichier donc il faut toujours bien sûr tester est-ce qu'on a vraiment ouvrir le fichier. Donc sinon, on va bien sûr renvoyer le nul. Donc toujours, si on ouvre un fichier, il faut le fermer. Donc ça, c'est des règles de manipulation de fichiers tout simplement. Ne jamais ouvrir le même fichier simultanément dans deux variables, dans une et en écriture. Donc on ne peut pas bien sûr ouvrir un fichier deux fois en même temps, en mode lecture et écriture par exemple. Et tester lors de l'appel par exemple de FRED si on a pu lire le nombre d'octets qu'on a voulu, etc. Donc tout simplement, ça sont des règles pour la manipulation, des recommandations pour la manipulation des fichiers. Et bien sûr, ici, on a des références si vous voulez bien sûr enrichir vos connaissances concernant bien sûr les concepts qu'on a traités dans ce chapitre. OK, donc on va arrêter là. Je vais vous donner donc 30 minutes et après, donc on va faire on va bien sûr continuer les exercices de TD numéro 1. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. OK. OK.